Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Héracléopolis et Thèbes entrent alors en conflit pour prendre la succession de Memphis. Les listes royales officielles affirment qu'une lignée de pharaons émerge à Héracléopolis. Or, les fouilles archéologiques ne prouvent nullement que la grande ville de Moyenne-Égypte se soit érigée en capitale royale. On n'y trouve ni palais, ni pyramide, ni bâtiment administratif. Elle ne peut donc pas être le centre politique d'un royaume. La nécropole héracléopolitaine est constituée d'une quinzaine de mastabas de dimension modeste datant des 23e et 21e siècles avant notre ère. Si les stèles ornées d'inscriptions sont nombreuses, aucune d'entre elles ne mentionne le nom d'un roi. Ce sont les sources officielles des dynasties suivantes qui ont érigé Héracléopolis en capitale d'un royaume du Nord. Elles dressent une liste de nombreux roitelets, mais en fait c'est impossible de savoir quel était leur pouvoir réel. Il est probable qu'il s'agisse plutôt d'une famille de magnats locaux proclamés rois par leurs descendants soucieux d'embellir comme ça leurs origines qu'ils jugent trop modestes. Leur autorité ne devait pas s'étendre au-delà de la ville héracléopolitaine. Or, dans le delta oriental, des blocs inscrits remontant à la fin du IIIe millénaire mentionnent un autre roi, Ouni. Ces inscriptions révèlent donc l'existence d'une autre lignée royale, entre guillemets, qui ne dépend nullement de celle d'Héracléopolis. Plus encore, la ville de Mendes est elle aussi contrôlée par une famille de notables locaux. Les fouilles entreprises sur ce site ont mis au jour les restes d'un temple détruit lors d'un violent incendie dans lequel 34 personnes ont trouvé la mort. En Moyenne-Égypte, d'autres dynasties de potentats locaux se partagent le contrôle des villes de Berchet, Beni Hassan et Asyut. Les traces de l'autorité des rois héracléopolitains se limitent à Asyut, mer, et aux carrières d'Atnoub, exploitées durant quelque temps. Un très grand mastaba, découvert à Dara, en Moyenne-Égypte, a été érigé en l'honneur d'un souverain local du nom de Kouy, issu probablement d'une chefferie locale. En résumé, chaque ville de Basse et de Moyenne-Égypte est dominée et administrée par une élite qui s'arroge les titres et les prérogatives de l'ancienne dynastie royale de Memphis. L'ancien royaume égyptien est donc divisé maintenant en une multitude d'entités politiques. Cette subdivision du territoire en un réseau de cités-États n'est pas sans rappeler finalement celle du Levant. Ces cités établissent des relations, pacifiques ou non. Elles commercent et s'affrontent de façon simultanée ou non. Le nord de l'Égypte renforce ses liens commerciaux avec le Levant. Les archéologues constatent d'ailleurs que l'influence orientale dépasse largement le domaine économique. Elle s'insinue jusque dans la nomenclature. Exemple significatif, c'est le cas des fils du gouverneur de Bouziris dans le delta occidental, qui portent des noms qui font référence au monde levantin. Ahamou, qui signifie l'asiatique, et Cédret-Retnou, celui qui brise Retenou, une région du Levant. En outre, des fouilles entreprises dans le delta oriental ont révélé l'existence d'un temple bâti selon le plan des temples levantins, justement, preuve de la présence à cet endroit de populations venues de l'Est. Quant à la céramique, elle révèle des contacts avec les Bédouins qui peuplent le Sinaï et le Negev. Des tombes richement ornées de comélines ont livré de nombreux objets en lapis-lazuli et en turquoise, attestant de l'existence d'un dynamique trafic de pierres semi-précieuses importées depuis l'Asie. On observe également l'apparition de nombreux orientaux sur les parois des tombes de Beni Hassan. Toutefois, leur interprétation reste extrêmement complexe. Pour certains, c'est la preuve que des populations venues du Levant et de Syrie s'étaient installées dans le nord du royaume égyptien. Pour d'autres, il s'agit d'une représentation symbolique des habitants du sud du pays, assimilés à des ennemis qui menacent la stabilité et l'autorité des potentats du nord. Le débat reste ouvert encore aujourd'hui. L'économie des villes du nord et du sud repose en grande partie sur l'agriculture et l'élevage de bétail, vous ne serez pas surpris, menés par des populations nomades qui vivent dans des campements saisonniers. Ces groupes mobiles s'impliquent également dans le trafic de certains minéraux et métaux, notamment le cuivre, importé de Jordanie, qu'ils acheminent à travers le Sinaï. La Moyenne-Égypte n'a jamais porté aussi bien son nom. Elle est devenue tout simplement le carrefour incontournable du pays. Le cuivre suit un circuit passant de Héracléopolis jusque dans le sud. De même,
La myrrhe de Byblos et l'encens de Nubie remontent ou descendent la vallée du Nil et suivent les routes du désert. Les roitelets régionaux ont souvent recours à des marchands professionnels pour s'approvisionner en matières premières et en métaux précieux. Ces aventuriers se mettent ainsi indifféremment au service des chefs du Nord ou du Sud. Tant que ça rapporte, on reste neutre. La situation stratégique d'Hérakléopolis permet du coup à son élite de s'enrichir considérablement grâce aux taxes prélevées sur le bétail et les marchandises. Les produits venus d'Orient sont d'une telle importance pour l'économie de la ville que les administrateurs locaux décident de la création d'un département de la myrrhe, preuve du coup de l'importance du commerce de produits aromatiques pour les rois de Moyenne-Égypte. La fin du XXIe siècle, avant notre ère, voit l'avènement de Méricarée, un roi plus puissant que les autres qui tient Assiout, Héliopolis et Saqqara sous son autorité. Il fait construire sa pyramide dans les parages de celle de Téti et tente de renforcer son pouvoir en exploitant le souvenir de l'ancienne monarchie memphite. Le nombre considérable de petites stèles découvertes tout autour de la pyramide de Pépi Ier témoigne du prestige qui reste attaché à ces anciens rois 2 siècles après leur mort. Méricarée refonde le culte funéraire de Téti. Les desservants du culte funéraire de Méricarée sacrifient aussi à celui de Téti. L'association du coup entre ces 2 rois est tellement vivace qu'elle perdure même après la disparition du royaume d'Hérakléopolis.